collaboré par le passé avec ce couple infernal. Comment est-ce que vous avez envisagé cette nouvelle collaboration et de quelle manière vous avez participé à l'enquête? Je me lève. Alors donc oui, on avait fait un premier livre dans chez le même éditeur, La Ville brûle. Donc l'éditrice est cachée quelque part par là. On l'a vu passer. C'est elle qui avait eu l'idée la première fois de nous joindre tous les trois. Donc moi j'étais ravi. Je connaissais un tout petit peu le travail de Monique et Michel. J'avais lu quelques livres, j'avais vu quelques vidéos. Donc voilà, j'étais ravi de faire ça parce que je suis dessinateur de presse. Enfin, j'étais dessinateur de presse pendant des années. Et puis, en fait, maintenant, je fais quasiment que de la bande dessinée. Mais j'étais ravi de reprendre ce crayon de dessinateur de presse qui m'allait bien, même si c'est pas pour la presse, mais pour l'édition. Mais enfin, dessinateur de conviction. Et donc, on a fait un premier livre qui s'appelle « Pourquoi les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres », qui était à destination des jeunes, d'un jeune public. Et puis à la suite de ça, je crois que c'est encore une idée un peu de Marianne. Marianne savait que Monique et Michel avaient suivi tout ce projet d'un centre de construction pour SDF dans le 16e. Et Marianne a proposé à nouveau qu'on retravaille tous les trois ensemble sur ce projet-là. J'ai dit banco. Et voilà, donc c'est devenu ce livre Panique dans le 16e. Et actuellement, on en fait même un troisième. Mais on en dira plus tard. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi un moyen pour vous, Monique, d'élargir votre lectorat, justement dans un moment où il est peut-être nécessaire ou urgent de dévoiler les rapports de domination qui sous-tendent la société? Oui, tout à fait. Le dessin, la dynamique d'une écriture sociologique mêlée à une écriture d'un dessinateur comme Étienne, ça fait exploser la pensée, ça donne à comprendre les rapports de classe, ça donne à comprendre le fonctionnement de cette classe oligarchique que nous avons fréquentée, Michel et moi, pendant près de 30 ans. Et du coup, c'est très important dans la période que nous vivons aujourd'hui, qui est particulièrement violente dans les rapports de classe. C'est très important pour pouvoir penser au changement et à l'action, de véritablement sentir le bourgeois, c'est-à-dire sentir leur fonctionnement, incarner les rapports de classe. C'est extrêmement important de ne pas penser en slogan, de penser en classe sociale, en rapport de domination, en rapport d'exploitation. Mais même ça, il ne faut pas que ça soit slogan. Il faut que ce soit une construction sociologique, un travail d'enquête avec plusieurs écritures qui s'entremêlent et qui finissent par vraiment atteindre, vous avez raison Perrine de dire, d'élargir le lectorat, mais en même temps de donner des armes plus puissantes au lectorat qui est le nôtre. Alors donc le livre, il commence par cet événement incroyable que nous ne pouvions pas imaginer vivre, Michel et moi, puisque pendant des décennies, les grands bourgeois, les nobles fortunés, les hommes politiques, les ministres, enfin tous ceux qui nous ont reçus chez eux, dans l'intimité parfois de leur château pour des week-ends, dans l'intimité de leur équipage de chasse à courre, dans l'intimité de cocktails, enfin je vais vous faire pâlir d'envie, ou je ne sais pas. Bref, tous ces gens-là étaient extrêmement polis, courtois, sous contrôle absolu. Même pendant les entretiens de sociologues, moi qui me pensais que j'étais capable de faire parler des cadavres, eh ben, je peux vous assurer qu'ils contrôlaient parfaitement la situation d'entretien et que j'ai vécu la violence symbolique comme Michel et comme enfin, beaucoup de sociologues qui décident de travailler sur ceux qui s'accaparent toutes les richesses et tous les pouvoirs, qui en imposent, qui vous font comprendre que vous n'êtes rien, qui vous font comprendre, voilà, le mépris de classe que nous connaissons aujourd'hui, depuis tout en haut de l'Élysée. Et donc, ce qui s'est passé le 14 mars 2016, cette violence verbale
des habitants du 16e. Nous connaissions beaucoup de monde dans l'amphithéâtre dans lequel nous avions pris place. Eh bien, c'était inattendu, c'était incroyable. On n'en revenait pas, c'était vraiment les masques étaient tombés. Pourquoi ? Eh bien, uniquement parce que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils avaient déjà subi les foudres de Bertrand Delanoë pendant des années, qui voulaient implanter. Il y avait pratiquement 0 logements sociaux dans le 16e arrondissement quand Bertrand Delanoë est arrivé en 2001. Donc il a décidé de façon volontariste d'implanter des logements sociaux, puisqu'il y a la loi SRU qui impose au 16e arrondissement, comme à l'ensemble des arrondissements de Paris, 20 et aujourd'hui 25% de logements sociaux par rapport à l'ensemble des résidences principales. Et le 16e n'en est aujourd'hui juste à 4%. Mais pour ça, il a fallu que batailler de 2001 à 2018 pour passer de 0 machin truc chouette à 4,1%. Et donc, ils ont subi des logements sociaux, mais pour eux, c'était déjà incroyable. Alors là, ils agissaient de façon mobilisée à travers l'aide des avocats, des recours qui se sont multipliés. Par exemple, je vous donnerai qu'un seul exemple, les 176 logements sociaux que la mairie de Paris a eu l'idée, la volonté de construire sous le nez des habitants de la Villa Montmorency, où il y a Lagardère, la Bolloré et tous ses enfants, où il y a Flelou, où il y a Carla Bruni et son Nicolas Sarkozy, où il y a, qu'est-ce que j'en ai oublié, Arnaud Lagardère, je l'ai peut-être déjà dit. Enfin bref, c'est vraiment un lotissement oligarchique, un vrai ghetto du Gotha totalement fermé de murs et absolument inaccessible. Imaginez que de leur jolie villa de type un peu normand, très jolie, c'était un ancien parc de château, ils puissent apercevoir des gens qui ouvrent leurs fenêtres des pauvres bougres dans des HLM, des logements sociaux, vous dis-je, madame, mais oui. Et donc, pendant 8 ans, ils ont multiplié les recours, 10 ans, et ils ont fait perdre aux contribuables parisiens quand même 8 millions d'euros. Mais les logements sociaux ont été inaugurés en décembre 2016. Et puis, il y en a eu beaucoup d'autres dans des immeubles quelquefois chics qui préemptaient un étage, des appartements. Enfin, je vous passe les détails. Puis, tout d'un coup, ils apprennent un centre d'hébergement d'urgence. Là, au pied des Wildenstein, au pied des Dassault, au pied des Christophe Blanchard-Dignac, au pied des plus grandes fortunes de France. Mais c'est plus possible. Maintenant, on ne sait plus du tout où on va. Hein, donc la colère monte et voilà. Et donc là, ça a été l'apothéose. La mairie de Paris venait présenter le projet, annonçant dès le départ que le permis de construire était accordé, que tout était validé, et que donc le centre d'hébergement allait se construire, et donc qu'ils le présentaient. Et là, ils se sont mis à taper sur les tables, ils ont traité Anne Hidalgo de salope, la préfète de Paris et de la région Île-de-France, Sophie Broca aussi, de salope, de brossa caca, puisqu'il y avait Yann Brossa, alors ils avaient fait voilà, ils sont arrivés avec des affiches rouges, mairie de Paris, touche pas à mon bois, touche pas... respecte la loi. Moi, il y a une dame qui a cru que j'étais de leur côté. Pourtant, en principe, on se trompe pas, mais enfin là, elle s'était trompée. Et donc, elle m'apporte une petite affiche. Et puis, donc, moi, je la prends parce que je me dis que ça pourrait, je pensais pas à toi, puisqu'on n'avait pas encore décidé. Mais enfin, je me suis dit, ça pourra servir pour illustrer si jamais on fait un livre. Et puis, je la mets directement dans mon sac à dos qui est là. Et elle dit, ah non, 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 il faut la brandir comme ça. Ah ben, je dis, je ne risque pas. Et puis, voilà, enfin, ça a été très, très violent, personne ne pouvait parler. Et lorsque le président de l'université est arrivé en disant que c'était une honte qu'il se conduise comme ça, il y en avait... Petit problème. Déclarant la séance close. Voilà.
Tu vas raconter comment tu as fait les dessins, parce que c'est quand même chouette. Bah si. Non, mais les dessins pour la soirée, mais si, comment tu fais rire les gens? Alors j'ai pas fait grand chose. Moi j'étais pas à cette soirée. Hein. Je l'ai vu comme j'imagine beaucoup d'entre vous par les vidéos sur internet et puis par des émissions télé. Et donc j'y étais pas. Donc il a suffi que je regarde ça et puis pour illustrer ça, j'avais vraiment rien à faire. Mon boulot c'est de montrer des choses ridicules. Et là les arguments que déployaient ces grands bourgeois du 16e arrondissement étaient tellement ridicules en soi que j'ai juste eu à recopier ce qu'ils disaient et voilà, tout mon boulot était fait. Donc c'était un boulot facile. Bon, bah, je sais pas, alors je peux parler, oui. C'est vrai pour la réunion du 14 mars. Après, je trouve qu'il y a d'autres planches, d'autres dessins que vous faites qui, grâce à l'humour aussi, permettent quand même de mettre à distance la gravité des observations faites par les Pinsons Charlot. Oui, c'est vrai. Je vais pas minimiser. Alors je regrimpe hein, sur mes grandes guiboles. Oui, je vais pas minimiser mon travail. C'est vrai qu'après il y a tout ce boulot-là. Alors mon boulot, c'est juste d'essayer de rendre un peu plus accessible à tout le monde, ouais, ce que disent Monique et Michel. Mais voilà, donc et de faire des blagues un peu avec ça. Donc comment j'ai travaillé? J'ai pris les textes de Monique et Michel, les comptes rendus qu'ils ont faits. Il y a des parties que j'ai retraduits en bande dessinée. Donc il y a la grande réunion, donc du combien, j'oublie toujours, du 14 mars 2016. Donc voilà, je l'ai juste remis en scène comme ça. Alors oui, dans ce livre-là, comme il est beaucoup question de lutte d'espace, je me suis dit, bah moi, je vais investir l'espace de la page, à savoir la bande dessinée, et donc j'utilise au maximum le dessin pour faire sentir cette lutte d'espace. Et là, donc la réunion est à la fois représentée dans sa globalité et en même temps je la morcelle pour raconter différentes phases de la réunion. Voilà, ça marche comme ça. C'est aussi pas mal de non, ça va, je vais y arriver. Pas mal de mise en espace aussi par exemple des balades sociologiques que proposent Monique et Michel, mais on va en parler peut-être tout à l'heure. Donc je les visualise et je montre comment on peut se promener et arpenter le territoire du 16e arrondissement. Il y en a une deuxième balade sociologique comme ça. Voilà, et après il y a bon, bah, peut-être qu'on en reparlera, mais voilà, mon boulot c'était ça, de mettre en scène et de mettre dans l'espace de la page cette lutte de l'espace. Et puis après il y a plein de petits dessins d'humour qui ont été faits dans le cours du bouquin. Ça c'est vraiment un travail très classique de dessinateur. Donc je prends leur texte et je rajoute des petits gags. Je force un peu le trait pour faire rire. Voilà. Et puis il y a une idée qu'a proposé Marianne Zuzula, donc l'éditrice, c'est de faire des petits blasons. Donc régulièrement il y a des petits blasons avec des proverbes, des formules qui nous semblaient très adaptées à ce qui s'est dit et fait voilà, dans toute cette lutte. Voilà. Alors Monique, vous avez rappelé un petit peu le contexte de la réunion du 14 mars et on voit que cette violence verbale finalement qui s'est déchaînée à ce moment-là a ensuite perduré sous d'autres formes lors de la construction du centre, puisqu'elle s'est manifestée par exemple par une hostilité envers les ouvriers que vous racontez à travers les entretiens notamment, mais aussi par les 2 incendies criminels quand même qui se sont déclarés en octobre et en novembre. Vous parlez beaucoup de la violence symbolique des riches, mais n'y a-t-il pas ici une évolution qui reflète peut-être aussi des tensions sociales exacerbées ? Tout à fait. Cette violence donc verbale et cette violence physique à travers 2 tentatives d'incendie, parce que le centre d'hébergement est provisoire, il doit partir maintenant dans 2 ans. Et ce sont des modules en bois, c'est très joli d'ailleurs, c'est un travail magnifique, des modules en bois. Et donc dans les conversations, il disait mais c'est pas bien de mettre des anciens SDF dans des habitations en bois, ça va brûler.
Et donc, il parlait beaucoup de l'incendie. Et de fait, il y a eu 2 tentatives d'incendie qui ont été vite maîtrisées parce que c'est un centre d'hébergement qui est tellement sous contrôle, menacé, sous contrôle, qu'il y a des travailleurs sociaux de l'association Aurore qui sont là en permanence 24 heures sur 24. C'est-à-dire que c'est un centre qui est totalement gardienné et sous contrôle absolu. Ça, je peux vous le dire. On en reparlera. Alors, votre question, c'était quoi? Ah oui, c'est ça. Oui. Ouais. Oui, à de la violence physique, à de la violence verbale inattendue. C'est vrai que, vous voyez, les gens les plus riches, ceux qui s'accaparent toutes les richesses et tous les pouvoirs, ces oligarques, ces prédateurs, eh bien, ils refusent la solidarité nationale. Alors, par exemple, ils refusent de payer leurs impôts. Hein, vous savez aujourd'hui que si les riches payaient leurs impôts, nous n'aurions plus de déficit public en France. Voilà un exemple. Ils refusent la solidarité nationale. Ils ont souvent des actions dans les multinationales françaises comme Vinci, Total, ou même des multinationales américaines à travers des processus de placement collectif au PCVM, ça s'appelle. Et c'est pareil, ces multinationales refusent de payer leurs impôts. Hein, tout ça, vous en avez entendu parler. Donc il y a déjà cette attaque-là contre les nations, contre les États-nations, contre les solidarités nationales, parce que ce sont des obstacles au profit. Et ça, on peut le décliner comme ça jusqu'au niveau de la France, du 16e, où le 16e, là, qui concentre quand même beaucoup de gens très riches, de familles qui sont riches de génération en génération, ces gens-là refusent absolument la solidarité avec les plus démunis. La solidarité qui passe par l'État. La petite charité, chaque dame patronesse à son pauvre, et il ne faut surtout pas le lui voler. Mais là, on n'est pas du tout dans la charité catholique et tout ça. Non, on est dans la solidarité. La solidarité. Eh bien, ça, il la refuse. Donc, il la refuse pour les logements sociaux. À Neuilly, le maire préfère payer une amende. Et en plus, il s'arrange pour ne pas payer l'amende parce qu'il est copain du préfet. Tout ça, c'est toujours des trucs très compliqués et tordus que je vous épargnerai. Il préfère payer en tout cas une amende en millions d'euros plutôt que de respecter l'obligation d'avoir 20% de logements sociaux sur son territoire. C'est pareil dans le 16e arrondissement. Je l'ai déjà dit pour les HLM en face de la Villa Montmorency. Et c'est pareil pour le logement d'urgence. Alors, il y avait zéro centre d'hébergement d'urgence dans le 16e arrondissement, alors que dans tout le reste de Paris, il y en a 80. Il y avait 18 places pour l'hébergement d'urgence dans tout le 16e, qui est le plus grand arrondissement en surface de Paris. Hein, donc il y a de la place. Et il n'en a que 18, alors que dans le 20e, ben là on est quoi dans le 20e? Dans le 20e, je me souviens plus du chiffre exact, mais ça doit être 3600, enfin, ça n'a rien à voir. Vous voyez, dans le 13e, ça j'ai retenu, c'est 2000. Vous voyez, donc ils refusent. Et donc là, ils étaient mobilisés pour que ce centre d'hébergement d'urgence de 200 sans-abri, anciens sans-abri, ne puisse pas être édifié sur leur 16e arrondissement et de surcroît en lisière de leur bois. Alors on pourra en reparler si vous posez une question là-dessus, parce que le bois de Boulogne, ça n'est pas un espace public, c'est leur parc. Alors vous rappelez effectivement que la loi SRU normalement oblige chaque arrondissement, je crois, à proposer 20% à consacrer 20% du parc immobilier à des logements sociaux. Et donc on voit que effectivement dans les beaux quartiers, ils préfèrent payer une amende plutôt que de se confronter finalement à la pauvreté. Et ça dénote en fait d'un sentiment d'impunité totale. Comment est-ce que vous l'expliquez ça? Ce sentiment d'impunité des riches en fait.
Alors le sentiment d'impunité, il est très important à construire et à comprendre. Et justement, le but de ce livre, le but de travailler avec Étienne et Marianne Zouzoula, de faire cette équipe, ce collectif, c'est précisément pour arriver à ce que le sentiment d'impunité de classe des puissants, vous le ressentiez dans votre chair, à créer des émotions, à créer des images dans vos têtes. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est mieux de faire... On a fait au début que des textes, et je pense que c'est bien aujourd'hui que nous passions à un autre style d'écriture, parce que comme la situation s'aggrave, on se dit mais comment est-ce qu'on va créer un déclic, si on peut contribuer à créer un déclic pour qu'on se mette vraiment en colère contre une situation qui est totalement inacceptable et inadmissible. Alors souvent je m'emporte et puis j'oublie où je vais. Ah, le sentiment d'impunité. Et donc, pour ça, pour qu'il y ait ce sentiment d'impunité de classe, il faut vraiment qu'ils vivent entre eux en permanence. Dès que le bébé sort du ventre de la mère, il ne doit connaître que ses semblables pour se fabriquer comme bourgeois avec ses cousins qui lui ressemblent. Ils vivent ensemble dans les châteaux familiaux. Ensuite, ils vont aller dans des rallyes. Puis plus tard, ce sera dans des cercles, dans des écoles de la bourgeoisie où ils vont se retrouver toujours ensemble, dans les beaux quartiers où ils se retrouvent ensemble. Vous voyez, le 16e arrondissement, on peut dire que notre travail, et puis le travail de cette librairie qui est quand même très branchée sur la sociologie urbaine, eh bien, le travail de cette librairie, c'est aussi de montrer que la lutte de classe, elle s'objective dans l'espace urbain. Elle devient espace urbain entre les logements sociaux du 20e arrondissement et les beaux immeubles ou les hôtels particuliers du 16e arrondissement. Il y a quoi? Il y a 5 kilomètres peut-être de distance, et c'est tout l'espace de la société qu'on franchit à pied. 5 kilomètres, et vous passez des travailleurs immigrés, même de migrants aujourd'hui, aux industriels, aux actionnaires, aux créanciers, à tous les gens qui cumulent toutes ces richesses. Et donc l'impunité, elle se construit dans le fait de vivre toujours avec ses semblables et de n'avoir aucun contact, ou très peu, sauf pour les gens qui sont à votre service, mais c'est pas le même rapport social, parce que il faut absolument être convaincu que vous êtes les meilleurs. Il faut être absolument convaincu que vous avez tous les droits. Tous les droits. Il faut être absolument convaincu que l'arbitraire des titres de propriété que vous touchez en naissant simplement à Neuilly plutôt qu'à Bobigny, en naissant dans le 16e plutôt qu'à Belleville, tous les titres de propriété des entreprises, des médias, des valeurs mobilières. Aujourd'hui, ça forme les 3/4 des patrimoines des plus riches, c'est-à-dire les actions, les obligations, propriétaires des patrimoines immobiliers, propriétaires des ressources naturelles aujourd'hui, de l'eau, des ressources agricoles, de tout aujourd'hui. Et avec Macron et l'ensemble des privatisations qu'il est en train de mettre en route avec le rail, les barrages, les aéroports et tout le reste, on voit qu'on est face à des cadeaux aux plus riches à travers la privatisation, qui est une marchandisation de tout ce que nous avons construit, nous, peuple de France, à travers les services publics conçus à la libération par le Conseil national de la résistance. Tout ça va partir et piller, va partir dans les poches des plus riches. Et pour cela, il faut qu'ils se sentent impunis. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si j'ai été claire, je m'arrête. Ce qui rend un petit peu pessimiste et qui m'a beaucoup surpris dans le livre, c'est que vous montrez que les salariés qui travaillent dans le 16e au service des habitants prennent la défense des intérêts de classe de leurs employeurs. Comment est-ce que vous expliquez ça? Oui, la sociologie, c'est moi, dit-il.
Alors, ben oui, c'était extraordinaire au moment du chantier. Il y avait pas mal c'était l'été au mois d'août, et il suffisait de s'asseoir sur un banc à côté du centre d'hébergement pour simplement recueillir des bribes d'entretien, des conversations que après on allait transcrire dans notre Kangoo parce qu'on voulait pas prendre des notes devant pour pas casser la dynamique de la conversation. Et les plus remontés contre ce centre d'hébergement, ben, c'était les gardiennes d'immeubles et les femmes de ménage. C'était vraiment incroyable, mais une colère mais qui était forte. Par exemple, je me souviens une qui dit « Mais vous vous rendez compte comment c'est injuste, eux !» Les gens là, peut-être ça sera des migrants avec des enfants. Eux, leurs enfants, ils ont déjà leur place dans les écoles publiques du 16e. Et nous, non. On est obligé de mettre alors qu'on travaille là, qu'on habite là, on est obligé d'avoir recours au privé. Je pense qu'elles pouvaient avoir de leur place dans le public, mais enfin, elles étaient tellement remontées qu'elles savaient plus quoi dire pour manifester leur colère. Bien, c'est-à-dire que pour travailler au service des plus riches, c'est vrai qu'il faut faire abnégation complète de sa famille, de soi-même, de ses idées si on en a, et être transparent, être toujours d'accord avec eux. Et on verra. Vous allez nous amener là-dessus. Comment ont-ils perçu, lorsque les SDF se sont installés dans le centre d'hébergement, comment ça s'est passé? Oui, peut-être. J'aimerais, oui, peut-être aussi qu'on reparle du sentiment de propriété des riverains sur le bois de Boulogne, hein, qui semble vraiment leur appartenir. Moi, j'ai découvert du coup plein de choses à travers notamment la balade sociologique que vous proposez, que peut-être Étienne vous avez faite, comme ça je vous fais participer aussi. Et on voit bien que finalement les riverains ne reculent devant aucun argument pour défendre ce qu'ils considèrent comme leur précaré, et notamment à un moment donné, je crois que ça c'est au début du texte, où il y a une intervention justement de Christophe Blanchard-Dignac, qui est quand même ex-PDG de la Française des Jeux et président de la coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne, qui va jusqu'à dire qu'il faut que le bois reste public, alors qu'en fait on s'aperçoit dans la balade sociologique que vous proposez qu'il y a plein d'endroits qui sont désormais privés. Oui, je vais le faire après, vas-y. Je commence et puis tu... D'accord. D'accord. Alors, donc, quand on parle de promenade sociologique, il faut bien que vous compreniez, ou de dessin, que c'est tourné toujours dans la même démarche. On veut essayer que vous alliez sur place, que vous alliez, comme je dis, parce que cette formule me plaît, sentir le bourgeois, mais que vous alliez vraiment sur place. Voilà. Mais c'est très important. Parce que dire toujours, moi ils m'intéressent pas, ils sont trop cons, ils sont pas habillés, je les aime pas, tout ça je veux pas les voir. Eh ben il faut pas. On devrait manifester toujours dans les beaux quartiers. C'est des choses très importantes de leur manifester notre présence. Et pour nous, on aurait gagné si il y avait plein de gens dans le bois de Boulogne ou avec le livre comme ça pour bien montrer que voilà. Vous avez bien compris la démarche. Alors, je laisse la parole à Étienne. Je précise simplement que le bois de Boulogne, comme le bois de Vincennes, a été créé sous le Second Empire, mais que le bois de Boulogne, étant situé à l'ouest, se situait dans la trajectoire empruntée par la grande bourgeoisie lorsque la noblesse a quitté le Marais au début du XVIIIe siècle, fin XVIIe, début XVIIIe. Que Louis XIV est parti s'installer à Versailles, la grande bourgeoisie a comme ça bougé dans une espèce de conquête de l'Ouest. Il faut savoir que le faubourg Saint-Honoré, le faubourg Saint-Germain, Saint-Antoine, les Champs-Élysées, c'était des terres conventuelles, des terres maraîchères, des terres qui n'étaient pas construites, qui étaient vierges. Et du coup, il était possible de construire des quartiers bourgeois, parce que les quartiers bourgeois n'ont pas les mêmes formes urbaines que les quartiers populaires, n'ont pas les mêmes formes architecturales, c'est complètement différent. Donc les beaux quartiers sont construits par des promoteurs appartenant à la grande bourgeoisie
pour des grands bourgeois, un peu comme Deauville, comme Cabourg, le Touquet, une partie seulement du Touquet, voilà. Et du coup, où est-ce que j'allais? Ah oui, alors, voilà, si, du coup, la bourgeoisie a d'emblée été intéressée par ce bois. Et elle s'est arrangée avec les responsables de la ville de Paris pour obtenir tout simplement des concessions. Je ne dis pas que c'est des délégations de services publics, hein. Là c'est des concessions privées. Et grâce à cela, très vite, dès le Second Empire, il y a eu 25 hectares qui ont été privatisés sur longue durée avec des concessions. Et là, je laisse la parole à Étienne qui va vous présenter ces différents cercles. Et il y en a un où il va vous inviter à rentrer. Oh non, alors ça c'est le... En fait, il y a donc 2 promenades sociologiques qui sont dans le livre et qui... Monique et Michel vous invitent à faire. Alors on en avait fait un bout ensemble d'une promenade sur les anciennes fortifications. Et puis moi, à la faveur d'une visite à la Fondation Louis Vuitton, déjà bon, on parle, vous verrez dans le livre donc de la Fondation Louis Vuitton, le scandale que c'est tout ça. Mais donc à la faveur d'une visite, j'ai été aussi parce que tu m'as recommandé d'y aller. Donc j'ai été et à la sortie j'ai été visiter le cercle du Bois de Boulogne, qui est donc un endroit qui était absolument privatisé, qui était une enclave privatisée et qui a été rendu au public en grande partie. Et donc on peut y aller. Honnêtement, moi j'aurais pas su qu'on pouvait y aller, j'y aurais jamais été parce que quand on rentre, il y a quand même un gardien, il y a voilà, on se dit est-ce que vraiment on a le droit d'aller là? On a le droit d'aller là, donc on peut y aller et c'est magnifique parce que du coup personne n'y va et il y a 2 petits lacs super mignons avec des oiseaux, tout ça. C'est il y a très très peu de monde. Et voilà, c'était une très agréable balade. Voilà. Puis sinon il y a les enclaves dont parlait. Alors elles sont peut-être sur le plan qu'on voit avant. Il y a un plan du Bois de Boulogne où on voit alors on les voit pas, non, en effet. Elles sont à peu près réparties par là. Mais voilà. Alors attendez. Donc il y a au moins ces trois enclaves qui sont toujours privatisées. Alors j'ai pas mes lunettes, mais toi, Monique, tu le sais. Le Polo de Paris, le Lagardère Racing Club, le Cercle du Bois de Boulogne, l'Étrier. Et puis il y en a encore un que j'oublie, je sais plus lequel. Et il y a surtout alors le jardin d'acclimatation dont la concession appartient au groupe LVMH. Et c'est ainsi que Bernard Arnault a pu construire son paquebot magnifique, la Fondation Louis Vuitton, et que alors du coup on a écrit un petit chapitre assez marrant sur vas-y dis-le toi. La LVMHisation du Bois de Boulogne. Voilà, c'est bien. La LVMHisation du Bois de Boulogne, parce que Bernard Arnault s'est dit oui mais moi ça me suffit pas le jardin d'acclimatation, maintenant j'ai fait la fondation Louis Vuitton, il faut que je vois plus grand, parce que c'est vachement bien d'investir comme ça dans le mécénat d'entreprise. Ouais, je dépense beaucoup d'argent, c'est une niche fiscale qui n'a pas de plafond, je suis défiscalisé à 66%. Alors, qui c'est qui est actionnaire de la Fondation Louis Vuitton? C'est vous, c'est nous. Vous avez compris? Et donc, il s'est dit, mais je vais recommencer, puisque c'est une niche fiscale sans plafond. Donc là, il a obtenu une concession pour 55 ans avec l'ancien musée des arts et traditions populaires, et qui a fermé, qui était superbe, et qui va rouvrir comme un musée sur les métiers d'art et du luxe. Vous voyez? Voilà. Et donc, voilà. Et donc, si vous voulez, ça fait au total, si je compte bien, 23 plus 25 plus, ça, je sais pas combien, ça fait plus de 150 hectares qui sont extraits de l'espace public. Voilà. Alors justement, quand vous parlez de la fondation Louis Vuitton, vous parlez de domination symbolique qui vient s'ajouter en fait aux autres types de domination. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est exactement? Ben, la domination symbolique, il y a la domination économique,
Hein, c'est-à-dire que les détenteurs des titres de propriété des entreprises exploitent la force de travail de ceux qui ne sont pas propriétaires. Hein. La propriété avec le système capitaliste donne absolument tous les droits d'exploiter, d'asservir, d'esclavagiser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la domination économique. Et puis, la domination symbolique, c'est cette forme de domination qu'a beaucoup développé Pierre Bourdieu, qui fait que les esclaves, les salariés, les travailleurs, ils reconnaissent aux puissants leur supériorité pour dominer qu'une petite poignée, une concentration de quelques individus puisse dominer le reste de la société. C'est quand même très fort. Et comment se passe cette domination symbolique? Eh bien, notamment, là, on le vit tous les jours. Aujourd'hui, vous savez qu'en France, 9 milliardaires possèdent 90% des médias. Donc aujourd'hui, c'est plus de l'information que nous avons, c'est de la propagande, Et c'est absolument incroyable comment ça arrive à nous perturber nos cerveaux, à perturber notre pensée. On se croit plus fort que tout, on se dit ils nous auront pas, mais si, ils nous ont quand même. Et oui, non, vous avez l'air sceptique sur tout ce que je dis, mais on pourra en reparler. Donc du coup, avec la propriété des médias, avec les manipulations linguistiques et idéologiques, eh bien, ils arrivent à passer de la domination économique à cette domination symbolique qui est aujourd'hui assez royale pour eux, il faut bien le reconnaître. Alors finalement l'enquête s'achève sur le constat d'un certain apaisement des riverains après l'inauguration du centre. Comment est-ce que vous expliquez cet apaisement et puis qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? Parce qu'il y a aussi le fait que en fait ce centre d'hébergement est provisoire, hein, donc il sera de toute façon bientôt démantelé. Est-ce que vous allez suivre le dossier? Oui, juste on a été donc à l'anniversaire, au premier anniversaire de ce centre. C'est vrai que là ils l'ont vraiment manifesté, ils nous l'ont dit et redit. Tout se passe bien, tout est apaisé, c'est vrai, mais tout est fait pour que ça soit apaisé. C'est-à-dire que tout ce centre, il est vraiment fait pour qu'il ne gêne pas du tout, quoi, qu'il soit le plus invisible possible. Et voilà, donc en effet, ça marche. Et voilà, tout. Alors il y a quand même des croisements. Ça, c'était quand même les choses qui étaient agréables en visitant ce centre, c'est qu'il y a quand même des gens du 16e, de l'université Paris-Dauphine, par exemple des jeunes de Paris-Dauphine qui vont donner des cours à des gens du centre d'hébergement. Il y a quand même des croisements comme ça, des visites, des musées, etc. Il y a quand même des choses qui s'organisent. Mais enfin, tout le centre, d'ailleurs Monique nous le faisait remarquer, le centre même n'est pas tourné vers le 16e arrondissement, il est tourné vers le bois de Boulogne, enfin vers le périphérique, parce qu'en fait, il y a le périphérique juste derrière. Donc, il est tout fait pour que même si des enfants du centre sortent, ils restent dans une... voilà, ils ne soient pas visibles donc voilà, on cherche à ce que les gens soient le plus invisibles possible, et ça marche, donc ça se passe bien. Voilà. Et donc, le centre doit déménager, donc 2016, 3 ans, ça fait 2019, donc c'est-à-dire c'est pas cette année au mois d'octobre, mais octobre 2019. Et donc, nous, on pense que puisqu'ils sont tous si contents, puisque ça se passe si bien, eh ben, on va peut-être lancer une pétition pour que le centre reste là où il est. Parce que ça coûte très cher aux contribuables parisiens, le fait de le bouger. Voilà, puisqu'ils sont contents, ben, c'est très bien. Bravo à ceux qui ont eu cette idée, qui l'ont menée, qui ont bataillé, qui ont peut-être souffert de recevoir des colibets pas très agréables. Je pense aussi à Yann Brossa qui en a vraiment pris son compte le jour de Dauphine, et qui a tenu bon. Il est frêle, mais il est comme le roseau, il plie, mais il ne casse jamais, Yann Brossa. Et donc voilà, je trouve que ça serait bien que s'il y a des gens qui pensent que c'est le moment venu, une cause intéressante, ça pourrait être bien de dire, de les piéger comme ça, en disant, ben oui, il n'y a aucune raison que ce centre parte, nous on est pour qu'il reste.
et que ce soit reconduit. Là, on reconduit l'autorisation de rester. Ça restera toujours un centre provisoire parce que les modules sont posés à même le sol. Vous voyez, c'est posé, c'est pas, il n'y a pas de fondation. Merci beaucoup. Pour ma part, j'en ai terminé. Je vais peut-être laisser au public la possibilité de vous interroger à son tour. Voilà. J'ai une question directe par rapport à... Alors, vous pourriez quand même le micro passer parce que sinon c'est trop cruel. Oui. Donc moi, la question qui me vient, c'est pourquoi c'est pas un centre qui doit rester? Pourquoi ils l'ont fait destiné à partir? Est-ce que c'est justement parce que c'est à cet endroit-là? Ah oui, non, c'est parce que c'est le 16e arrondissement que il fallait que ce soit provisoire et c'était pour 5 ans. Et donc, dans les négociations que la ville de Paris a menées avec les grands bourgeois dont j'ai parlé, eh bien, ils ont reculé à 3 ans pour quand même... Voilà, le pouvoir est toujours là. Et en principe, sauf si on manifeste quelque chose, un contre-pouvoir, le centre d'hébergement devra rapatrier, je sais pas, là, du côté de Belleville, ça a l'air sympa. Hein? C'est très sympa. Voilà. Bonsoir. Ma question serait comment est-ce que vous expliqueriez le fait que cette violence liée à leur classe ne se retourne pas contre eux? Comment ils font pour rester aussi solidaires et ne pas se laisser détruire par ces énergies, enfin ces motivations très individualistes en fait? Parce qu'on pourrait en apprendre en fait. Oui, alors ça c'est l'ensemble de nos travaux à Michel et moi montre que l'on est face à une classe sociale au sens marxiste du terme, c'est-à-dire l'ensemble des propriétés, des titres, des détenteurs des titres de propriété. C'est très important de le dire parce que c'est ça que toute leur propagande idéologique et linguistique essaye de gommer en nous faisant croire qu'il y a un ascenseur social, que si on travaille bien à l'école, on va pouvoir... Non, il y a vraiment une ligne de fracture totale entre ceux qui sont propriétaires et les autres. Et c'est pas les propriétés d'usage. Moi, je suis propriétaire de ma maison, mais je n'exploite personne avec ça. Je ne loue même pas ma maison, c'est moi qui l'occupe. Vous voyez, c'est pas la propriété en soi, c'est la propriété qui permet l'exploitation des autres. Et cette classe sociale, donc, concentre tous ces titres de propriété et du coup, en vivant toujours entre elles, dans les mêmes espaces, en se cooptant dans tous les conseils d'administration, toutes les instances de pouvoir, Bilderberg, la trilatérale, à l'échelle européenne, à l'échelle de la planète, eh bien cette classe qui existe donc en soi, en étant propriétaire des moyens de production, existe aussi pour soi, c'est-à-dire qu'elle est toujours en train de défendre ses intérêts. Alors, ce livre est très intéressant de ce point de vue parce qu'il est un exercice pratique que je trouve formidable. Pour lutter contre ce centre d'hébergement, il y avait 20 associations de riverains qui étaient mobilisées contre ce centre d'hébergement qui allait défigurer le bois de Boulogne. Hein, voilà. Et il y en avait une de plus, celle de Christophe Blanchard-Dignac dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle l'association de coordination de toutes les associations du bois de Boulogne. Donc vous voyez comment fonctionne cette classe sociale. C'est une classe sociale où chacun fait ce qu'il veut. Celui-là, il veut défendre telle partie du bois, telle partie de telle autre partie. Il met sa petite association, il est président, il est tout content, voilà, tout va bien. Mais il faut qu'à un moment donné, tout ça se coordonne. Et comme c'est une classe sociale qui n'a pas de chef d'orchestre, qui fonctionne par des systèmes de cooptation en cascade, du coup, voilà, il y a une association de coordination. Et donc, vous pouvez comprendre comment leur exemple, si on s'intéressait un peu à eux, ce qu'on est en train de faire ce soir, ça vous donnerait des idées pour nous organiser, nous.
Hein, on est dans des associations, des syndicats, des partis, on a des sensibilités différentes, on est tellement nombreux et tellement divers qu'on ne peut pas tous penser pareil. Et puis, il y a quelqu'un, une instance, enfin, qui va coordonner tout ça, fédérer, pour qu'on soit forts tous ensemble. Est-ce que ma démonstration est claire? Parfait. Bonsoir. Oui, vous êtes en train de nous dire que le 16e, c'est une ZAD, zone d'aménagement dominante, et qu'effectivement, il y a des réactions un peu épidermiques. Alors sur le provisoire, moi je vous signale quelque chose, je suis rentré 5 jours en intérim dans une société, j'y suis resté 38 ans. Alors le provisoire pour moi, ça peut quelquefois durer longtemps. Les Parisiens connaissent ça, des fois on prend un petit appartement et puis après on y reste, y compris quand on est dans les HLM et qu'on devrait payer une surcotisation. Mais c'est pas pour cela que je voulais prendre la parole, c'est pour vous demander si les réactions qu'ont eues ces riches ou ultra riches n'est pas la même que celle que moi j'ai connue, j'habite Toulon, hein, donc c'est juste à côté. Il y a eu à un moment donné, dans une cité, en bordure d'une cité, à côté des bourgeois, la volonté de créer un centre d'aide par le travail pour des trisomiques et puis des handicapés, etc. Eh bien, il y a eu la même réaction. Il y a eu une vingtaine d'associations qui se sont montées en disant c'est inadmissible, c'est ceci, c'est cela, ça va dévaluer notre maison de 30%, etc. Alors, c'est pareil dans l'agriculture. Moi, je me souviens du côté de Montpellier où les agriculteurs, mais très très riches, emmenaient pour manifester leurs ouvriers agricoles. Et on crée des associations écologiques ou autres, parce que quand quelque chose ne plaît pas maintenant, on crée une association pour contrer, et ça met 15, 10 ans ou 40 ans comme Notre-Dame-des-Landes, même quand le droit est passé par là. Alors je crois que je suis d'accord avec vous sur le fait qu'ils sont ultra riches et ils se font fi parce qu'ils ont l'argent pour faire des procès et tout ça. Néanmoins, c'est une technique qui est utilisée dans beaucoup d'endroits, y compris quelquefois par des gens qui ne sont pas ultra riches non plus. C'est l'aspect sociétal qui est intéressant. Savoir comment on admet la différence de oui, votre remarque est juste, mais en même temps, vous voyez bien la différence entre des grands bourgeois qui ont tout, qui possèdent tout, et vos petits bourgeois, quelquefois même les plus durs au sein des classes les plus défavorisées, ben, ce sont les gens de ces classes qui réclament que les chômeurs soient sanctionnés. Ben c'est des salariés, c'est même des chômeurs. Je sais pas, c'est vraiment qui c'est qui vote à droite. Souvent c'est aussi des ouvriers. Qui c'est qui s'abstient? C'est massivement les classes populaires. Donc si vous voulez, il y a une telle la peur de tomber est tellement forte dans les gens dont vous parlez que c'est une peur panique, c'est une peur qui devient un combat à soi seul. Et du coup, c'est à nous de ne pas justement mélanger ces colères. Elles ont l'air d'être les mêmes, mais elles n'ont pas le même sens social, elles ne s'inscrivent pas dans la même cohérence. Mais c'est salaud, si vous voulez, c'est dégueulasse, parce que moi je trouve que c'est très manipulatoire quand on taxe par exemple les cheminots de privilégiés, ou dès qu'un salarié a un petit avantage sur un autre, c'est lui le privilégié, alors que merde, regardez tous les cadeaux que Macron a fait aux plus riches et qui se chiffrent en dizaines et dizaines de milliards. Et je m'arrête, hein, mais parce que là vraiment j'ai la colère qui me monte à la tête. Alors vous avez la suppression de l'ISF, bon, ça fait pas beaucoup, mais ça fait quand même 5 milliards. Ensuite, vous avez la pérennisation du CICE, là c'est 40 milliards par an, en moins dans les recettes fiscales de l'État. La pérennisation du pacte de responsabilité, là je crois que c'est 20 milliards d'euros. Donc c'est des chiffres qui sont absolument énormes. Et le pacte de responsabilité et le CICE, qui en est l'inventeur? Qui est l'inventeur de ça?
Non, c'est Macron. Macron, oui, parce que sous Hollande, vous avez raison. Mais j'aime bien pointer le fait que c'est Macron lorsqu'il était secrétaire général de l'Élysée, adjoint à l'économie. Alors le type, il est hors système. C'est bizarre, une espèce de zébulon qui sort comme ça. Eh ben non, il est en plein dans le système. Emmanuel Macron, c'est la synthèse des intérêts de l'oligarchie. Il est parfait. Pierre Gattaz n'a jamais sûrement bu autant de champagne que depuis l'élection de Macron. Voilà. Je me lève puisque c'est la consigne. Je voulais juste revenir sur la petite lutte plus locale, mais comment se fait-il qu'ils aient un peu perdu quand même? Comment se fait-il qu'ils aient un peu perdu en fait? Perdu quoi? Le centre a existé et existe toujours. Alors qu'est-ce que tu dirais toi? Il y a déjà une chose, ils ont perdu au niveau de l'image, enfin moi je peux déjà dire ça, au niveau de l'image ça a été tellement ridicule la façon dont ils ont réagi que ça s'est retourné contre eux, ça ils s'en sont rendus compte mais trop tard. Mais voilà, il y a déjà eu ce truc là, tout le monde, enfin presque tout le monde l'a vu, ça s'est partagé sacrément, donc voilà, il y a déjà eu ça. Après. Oui, puis il y a eu beaucoup de médiatisation, Étienne a raison, et notamment Michel et moi, c'est vrai qu'on a été beaucoup sollicités pendant cette période, et que on n'y est pas allé avec le dos de la petite cuillère, hein. C'est-à-dire qu'on désignait les gens qui appartenaient au cercle du Bois de Boulogne, au Polo de Paris et tout ça, et qui disaient que le Bois de Boulogne n'était pas constructible. Mais vous allez faire ces promenades sociologiques et vous verrez le Lagardère Racing Club, c'est bétonné, c'est incroyable, des trucs pour se changer, des piscines olympiques, des tennis, enfin plus bétonné, il n'y a pas mieux dans le Bois de Boulogne, mais comme c'est pour eux, ça marche que sur cooptation, ça va. Mais par contre, si des pauvres gens avec enfants, parce que dans ce centre d'hébergement, il y a beaucoup de familles avec enfants qui ont connu la rue parfois pendant plusieurs années et qui sont drôlement contents d'avoir une petite clé, les logements sont tout petits, hein, mais ils sont très beaux. Et ils ont perdu parce qu'ils étaient allés trop loin, vous voyez. Mais ils ont perdu provisoirement, parce que ça passe vite le temps quand même. Chère Monique, j'ai eu le plaisir de travailler avec vous sur votre bouquin sur les châteaux, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Voilà. Non, c'est pas pour... Oui, si vous voulez, j'étais pas inspecteur, mais c'est pas grave. Voilà. Non, mais justement, j'ai eu le tort peut-être de travailler à la direction du patrimoine à l'époque, au ministère de la Culture. Et ma question est un peu liée à ça, c'est-à-dire... Bon, sans être évidemment, sans aller au secours des bourgeois, évidemment, et sans prendre parti pour eux, est-ce qu'il n'y a quand même pas à propos du Bois de Boulogne, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, aussi un haut lieu de la prostitution, donc il y a un côté populaire, si on veut. Est-ce qu'il y a... Est-ce que vos études, vos recherches remarquables ne mettent pas le doigt aussi sur une contradiction, notamment pour la ville de Paris, entre la politique de préservation du patrimoine, de conservation, donc de mise en valeur, etc. Je ne vais pas insister. Et puis, le fait qu'effectivement, ce sont les riches qui accaparent ce patrimoine. Voilà. Et c'est quand même un problème. Votre question est intéressante, et puis j'en profite pour vous remercier une nouvelle fois pour ce que vous avez fait pour nous. Et parce que le patrimoine que représente le Bois de Boulogne, je trouve que normalement, les pouvoirs publics, s'ils étaient véritablement au service de tout le peuple de France,
n'aurait jamais dû donner des concessions, privatiser une partie du bois de Boulogne pour le seul plaisir des plus riches. Et dans votre question sur le patrimoine, vous n'intégrez pas la loi d'Ayagon de 2003, c'est-à-dire vous n'intégrez pas le fait qu'il y a une défiscalisation et une aide, et c'est pour ça que vous nous aviez aidé pour notre travail sur les châteaux, parce que la niche fiscale du patrimoine historique est une niche fiscale sans plafond. Sans plafond. On peut défiscaliser, y compris, on a le fioul à l'œil, la tondeuse à l'œil. Tous les frais de fonctionnement d'un bâtiment classé monument historique peuvent être potentiellement déductibles. Voilà. Et donc, ok. Alors, le patrimoine, il participe de la domination. Voilà, mais non. D'accord, mais n'empêche que c'est le châtelain qui est dans son château et nous on vient le visiter au moment des journées portes ouvertes. Hein, c'est lui qui vit là et c'est quand même l'État, c'est nous les contribuables qui lui payons son confort. Hein, donc voilà, et le patrimoine, ça participe véritablement de ce que j'ai appelé la domination symbolique. Quand vous rentrez dans un château, vous rentrez dans l'ordre établi. Il y a une violence symbolique qui fait que ah oui, non, vraiment, qu'est-ce que c'est beau et tout ça, comment c'est bien organisé. Et puis il y a des tableaux généalogiques, c'est des dynasties familiales. Comment ça en impose pour nous qui naviguons à courte vue la génération suivante. Et déjà, si on s'en sort, on est déjà bien content. Vous voyez, tandis qu'ils sont capables, et le patrimoine y participe, ils sont capables dans une vie humaine qui n'a aucun sens, qui est absurde, on va tous crever, on est là de passage totalement éphémère sur cette terre, et eux, ils arrivent à construire du sens, à donner de la cohérence à leur passage sur cette terre, justement en créant, grâce, je pense que vous serez d'accord, grâce au patrimoine, ce que nous appelons, nous sociologues, de l'immortalité symbolique. C'est juste trop fort, c'est plus sûr, l'immortalité symbolique, que de croire que vous êtes attendus au paradis. Bon, bonsoir. Si j'ai bien compris, lors de cette réunion du 14 ou du 16 mars 2016, il y a eu des propos extrêmement violents dans cette salle, envers, je suppose, les gens qui présentaient le projet. Et notamment, parmi ces gens-là, il y avait des représentants de l'État. Donc le maire de Paris ou la représentation, la préfète, vous avez dit, et peut-être d'autres personnes. Est-ce que ces représentants de l'État ont porté plainte contre ces propos? Et si oui, où en sont les démarches? Alors évidemment, on a posé la question à Sophie Broca, qu'on a retrouvée, tu te rappelles, un jour dans le centre d'hébergement, et elle nous a dit non. Elle a dit non, et elle a dit, elle s'est justifiée à sa manière en disant qu'elle avait été très... c'est dans le livre, hein, le petit entretien, où elle se confie en disant qu'elle a été très traumatisée par la violence verbale et qu'elle s'est enfermée chez elle, qu'elle était vraiment pas bien. Et puis, elle n'a pas porté plainte parce que, je sais pas, parce que ça ne se fait pas quand c'est pour des puissants. D'autant que je vais vous dire, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y avait un nombre de forces de police. L'université de Dauphine était complètement encerclée par des CRS, en grande tenue, hein, je peux vous assurer. Et on ne savait pas évidemment pourquoi ils étaient là. Et qui est-ce qui protégeait? Et ils protégeaient en réalité les manifestants. C'était très clair.
Et donc tout ça impressionnait. Et donc je vous le dis, il n'y a pas eu de plainte. Or, cela aurait pu être facile parce que, par exemple, sur France 2, le caméraman a véritablement mis sa caméra sur un homme à la cravate rouge qu'on voit très très bien, qui est parfaitement reconnaissable et connu. Et c'est lui, on l'entend crier salope à Sophie Broca. Donc, si vous voulez, matériellement, l'enquête était vite faite. Hein, et la plainte aurait pu déboucher. Non, non. On n'a pas voulu mettre de l'huile sur le feu. Voilà. Bonsoir, merci. Dans un premier temps. Donc je voudrais vous demander en fait de creuser, et c'est une métaphore judicieuse, puisque je voudrais que vous parliez un peu des racines en fait, de la richesse, parce que il me semble, moi ce que je découvre au fur et à mesure de mon avancée, infiltration discrète si je puis dire, dans un objectif de destruction de l'ennemi de classe bien sûr, en tout cas je remarque qu'il y a donc différentes racines de richesse, à savoir les racines bourgeoises et les racines aristocratiques, ce qui est foncièrement complètement différent. Est-ce que ça a encore du sens, et est-ce que encore il y aurait des aristocrates à l'intérieur qui auraient un rôle, disons, divergent, comme lors de la Révolution française par exemple? Alors merci pour cette question, parce que c'est vrai qu'à l'oral, ben forcément je dis l'oligarchie, la classe dominante, les riches, les bourgeois et tout ça, mais je sais qu'on a écrit beaucoup de livres où là on décortique l'hétérogénéité de cette classe. C'est une hétérogénéité qui est économique. Il y a des très riches comme Bernard Arnault, qui est premier de la classe, quatrième fortune mondiale, avec je ne sais plus combien de milliards d'euros. En tout cas, sa fortune à lui, dans sa fortune à lui, il y a 390, faut pas que j'exagère, 390 fois la fortune de la 500e fortune qu'Alain Ducasse représente en France. Ça, il y a 390 fois Alain Ducasse dans Bernard Arnault. C'est facile à retenir. Donc, c'est une dispersion qui n'existe pas dans le monde des salaires. Là, nous tous réunis, on n'a pas de différence de revenus 390 fois plus. Vous voyez, ça n'existe pas. Ensuite, il y a des différences dans la richesse culturelle, dans le capital culturel. Il y a des gens qui possèdent des sociétés de vente aux enchères, qui ont des collections d'art contemporain comme François Pinault, Bernard Arnault. Il y a la richesse sociale. Le capital social est différent, est très hétérogène dans cette classe sociale, mais chaque fois, on est toujours au très haut niveau. Et puis, il y a enfin le capital symbolique, qui est évidemment différent selon que l'on est noble ou bourgeois. Alors ça reste encore le rôle de la particule et de l'ancienneté dans la noblesse et dans la bourgeoisie. Ça compte toujours, c'est très fort. Mais si vous voulez, ce sont des constructions de sens commun, la noblesse et la bourgeoisie, et nous, comme sociologues, on s'est d'emblée placé sur une construction sociologique de la classe qui ne faisait pas fi de ces différences, mais qui considérait ces différences comme secondaires par rapport à la propriété des moyens de production. Et par ailleurs, il y a un travail magnifique d'un étudiant, d'ailleurs à nous, Cyril Grange, qui a fait un travail magnifique sur les mariages entre la noblesse et la bourgeoisie, en travaillant sur les bottins mondains depuis 1903 jusqu'en 2003. Et là, il a bien montré comment, au fil du temps, la fusion entre la noblesse et la bourgeoisie, pour constituer une aristocratie de l'argent, fait que cette fusion aboutit au fait que nous, avec Michel, souvent on parle d'une aristocratie de l'argent, tellement les deux
deux milieux se sont confondus. Mais il n'y a pas une racine, il n'y a pas une essence différente. C'est des constructions sociales qui font croire que la noblesse, avec le sang bleu, que la noblesse serait d'une essence supérieure, d'une essence spécifique. Bonjour, merci pour vos premières réponses. J'ai bien noté que pour s'organiser, il fallait s'inspirer de la façon dont ces gens-là étaient organisés. Ce que je me pose comme question, c'est comment on fait pour embarquer et pour mobiliser en dehors des cercles qu'on peut voir ici, c'est-à-dire les lecteurs des Pinceau Charlot et les clients d'une librairie telle que celle-là. Voilà. Comment on fait pour aller pour sortir des cercles qui s'intéressent déjà à ces sujets-là? Non, mais moi non plus. Moi, je suis ici en tant que sociologue. Donc, si vous voulez, on présente notre travail. Et puis après, c'est à vous. Hein, nous, on vous donne des armes, on vous donne des arguments, on vous invite à aller sur place. Et il faut pas. C'est vrai qu'on est beaucoup dans un entre-soi là ce soir, mais il faut pas s'en moquer. Parce que c'est très important que nous le vivions, ensemble la pensée critique collectivement partagée. C'est une première forme de résistance qu'on ne doit pas sous-estimer, parce que plus on est fort dans nos têtes à nous, plus on a des arguments, plus on est motivé, plus on va aller de l'avant, et puis on va y aller, quoi. Et plus on sera convaincant vis-à-vis des autres. Donc voilà, et nous, je vous dis, c'est vraiment comme sociologue, moi j'ai pas de réponse. Vous pensez bien que si j'avais la réponse, ça se saurait, et puis qu'on se laisserait pas marcher sur les pieds comme on se laisse marcher sur les pieds actuellement. Voilà. Très bien. Alors, juste une dernière question. Pardon. Je reprends l'argument de monsieur, l'écharpe rouge, c'est l'effet domino. Aujourd'hui, tous les dominos basculent en faveur de l'oligarchie à l'échelle du monde. Mais du jour au lendemain, c'est pas grand-chose, parce qu'ils sont pas nombreux, on est les plus nombreux, et c'est nous qui faisons fonctionner le monde de l'économie réelle. Et voilà, et c'est de notre responsabilité. Et comme l'effet domino, avec le réchauffement climatique et ce qui nous attend, ce qui est déjà là et qui va s'aggraver de mois en mois, il va bien falloir quand même qu'on réagisse. C'est pas possible. Hein, on a une vraie responsabilité là aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs, même si vous n'êtes pas venu ici en vous disant vous êtes nombreux, parce que vous savez que l'heure est grave. Voilà. Alors, il ne reste plus qu'une dernière question, et après, de façon peut-être plus informelle, on pourrait poser. Mais oui, alors je sais pas qui. Madame. Bonsoir. Est-ce que vous avez reçu des menaces de la part de ces gens extrêmement bien élevés? Je demandais en aparté à Étienne si, depuis qu'il travaille avec nous, il avait reçu des menaces. Non, non, pas du tout, jamais. On a reçu juste après la publication du Président des riches et l'enquête sur l'oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy, on a eu un contrôle fiscal. Voilà. Mais où on nous demandait de justifier pourquoi, parce que nous, de toute façon, tout est déclaré, donc on ne peut pas tricher, puisqu'on a nos retraites et nos droits d'auteur, il n'y a pas moyen de tricher. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne payait pas l'ISF avec Michel? Donc il fallait prouver pendant 6 ans pourquoi on ne s'était pas déclaré à l'ISF. Comme on en était tellement loin, c'était une procédure d'intimidation, nous faire tout ce travail pour simplement prouver à l'inspectrice des impôts, qui se faisait la porte-parole d'en haut, que voilà. Donc non, franchement non, parce que je pense que... pardon ? Oui, c'est pour ça que j'ai donné ça, j'ai dit juste ça, mais après tout, je l'ai pas...
ça nous a embêtés, mais c'était pas, ça m'a pas fait du mal, quoi. Et je pense sincèrement. Alors vous allez dire, mais tant pis, je le dis quand même, que je suis prétentieuse ou contente de notre travail, mais d'abord c'est vrai, et puis je le dis, je pense que notre travail vraiment est en phase avec l'actualité la plus brûlante de ce qui se passe en France, en Europe et sur la planète, désormais ouverte à la marchandisation, à la privatisation et à la rapacité du système capitaliste et de ses actionnaires et grands bourgeois dont j'ai parlé. Et ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien nous reprocher. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. Merci beaucoup Étienne et Monique. Et je vous propose maintenant, alors vous pouvez faire dédicacer si vous voulez les ouvrages, hein, je vous mets à contribution. Et puis on va boire un verre et ranger. Voilà. Merci à tous. Hein. Voilà.